Bonjour à tous et bienvenue à cette formule virtuelle de la journée SIG de l'Université Laval. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir présenter les travaux de recherche en cours qui traitent de levée bathymétrique en voilier dans le Haut-Arctique canadien. Donc, mon nom est Gabriel Joyal, je suis chercheur et chargé de projet au Centre de géomatique du Québec à Chicoutimi. Le projet que je viens vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans un plus vaste projet de recherche qui est financé par le programme ArcticNet. Donc, c'est le projet GoIce, qui est un acronyme pour glaciers, océans et iceberg. Donc, c'est un projet de recherche qui vise à mieux comprendre les interrelations entre les glaciers, les océans, ainsi que la dérive d'iceberg ou la production d'iceberg au Canada. Donc, si c'est un domaine ou un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller visiter le site web que vous voyez au bas de l'écran pour comprendre plus en détail les objectifs de recherche de ce plus grand programme-là. Dans le cadre de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, on va se diriger vers le sud-est de l'île d'Ellesmere, dans le Talbot Inlet, qui est une baie dans laquelle se jettent deux grands glaciers, donc le glacier Trinity et le glacier Wykeham, qui ont des vitesses de déplacement relativement très élevées pour des glaciers arctiques et qui produisent à eux seuls environ 50% de la production d'iceberg canadienne dans l'Arctique. Donc, les causes de ces grandes vitesses de déplacement-là et de ce grand nombre de veillages d'iceberg dans l'Arctique est encore très peu connue, mais l'hypothèse pour le moment de l'avancée rapide de ces glaciers-là serait liée au courant nord-atlantique. Donc, le courant nord-atlantique est un courant qui arrive du sud de l'Atlantique et qui, comme vous voyez sur l'image de gauche, se propage dans l'Arctique canadien, dans la baie de Baffin notamment, ainsi que dans le détroit de Nares. Ce courant-là se situe environ à peu près à 200 mètres de profondeur et est un courant relativement chaud. Comme vous voyez sur la figure de droite ou sur l'animation de droite plutôt, vous voyez une modélisation qui montre un réchauffement de ce courant océanique-là, donc qui longe la côte ouest du Groenland et qui entre dans le détroit de Nares. Donc le détroit de Nares, c'est le détroit qui sépare le Canada et le Groenland entre l'île d'Ellesmere et le nord-ouest du Groenland. Et vous voyez que ce réchauffement-là, dans le fond, se situe depuis les années 2000, fin des années 2000-2010, a atteint le détroit de Nares de l'ordre d'à peu près 2 à 3 degrés plus chaud que les années précédentes. Toutefois, pour le moment, on ignore encore à savoir est-ce que ce courant nord-atlantique-là pénètre dans Talbot Inlet et pourrait expliquer la propagation, l'accélération des vitesses de déplacement des deux glaciers que je vous ai parlé précédemment. Afin de valider cette hypothèse, à savoir que les eaux chaudes du courant nord-atlantique pourraient expliquer les vitesses de recul accélérées dans la baie de Talbot, il faut porter une attention particulière à la bathymétrie. Donc, la bathymétrie, qui est l'étude de la topographie des fonds marins, va nous permettre de comprendre comment est-ce que les courants profonds peuvent entrer ou non à l'intérieur d'un fjord. Ce que vous voyez sur la figure que je présente ici, c'est une étude de cas qui a été effectuée au nord de l'île d'Ellesmere, dans un autre glacier, sur laquelle on peut voir en gris la topographie de la roche-mer, si on veut, donc de la terre à la droite vers la mer, plus on se dirige vers la gauche. Et en blanc, vous avez aussi la topographie du glacier, ainsi que sa partie de glace flottante qui se jette dans l'océan. En couleur, on peut voir les températures de l'océan aussi qui sont modélisées devant ce glacier-là. Et ce qu'on peut voir avec ça, c'est lorsqu'il y a, par exemple, à l'entrée d'un fjord, comme c'est le cas ici, principalement au centre de l'image, on voit qu'il y a un seuil bathymétrique à l'entrée de ce fjord-là qui modifie les patrons de circulation et de stratification de l'océan devant les glaciers. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on essaie de savoir est-ce que la bathymétrie de Talbot Inlet ou est-ce que la topographie sous-marine permet l'entrée des eaux chaudes profondes, puisqu'on se souvient que le courant nord-atlantique est situé à plus de 200 mètres de profondeur. On connaît encore très peu la bathymétrie de l'Arctique canadien. Ici, je vous ai mis un exemple de la carte marine officielle du Service hydrographique du Canada dans le secteur d'intérêt, sur laquelle on peut voir que les quelques lignes de sondage, donc les quelques données bathymétriques qui existent, sont très parcellaires. Donc, on voit qu'ils sont toutes alignées principalement. Donc, c'est des lignes de certains navires de sondage qui ont été faits parfois et même souvent il y a plusieurs années. Donc, on n'a pas des données très fiables dans ces secteurs-là.
Et je vais faire un rapprochement sur le secteur d'intérêt de la baie de Talbot. Et on peut voir encore que plus on se rapproche des côtes, bien plus on n'a aucune donnée. Donc, les zones en blanc le long de la côte sont des données qui ont été très peu cartographiées, en fait, aucunement cartographiées jusqu'à présent. Ce que j'ai mis en vert par-dessus, ce sont les lignes, les tracés qui ont été effectués par le brise-glace Amundsen depuis les années 2003, donc depuis les campagnes de terrain avec ArcticNet, sur lesquelles on peut voir que oui, on a augmenté la couverture bathymétrique dans ce secteur-là avec des techniques modernes, dont des échosondeurs multifaisceaux. Mais on a essayé aussi dans les années en 2016 d'entrer à l'intérieur de la baie de Talbot, mais à cause de la densité de la glace et du fait que la baie n'était pas cartographiée pour des raisons de sécurité, le brise-glace n'a pas pu aller à l'intérieur de la baie. Donc c'est pour ça qu'on voit quelques lignes de sondage à l'entrée de Talbot Inlet, mais pour le moment, on n'a toujours pas réussi à se rendre jusqu'au front des glaciers pour voir quelle est la profondeur de ce fjord-là jusqu'à l'entrée, jusqu'au terminus des glaciers. Donc, on constate que ces sondages lacunaires-là qui sont disponibles pour la modélisation océanique sur les cartes marines, par exemple, ou même dans les bases de données à l'échelle mondiale, euh, rendent impossible de montrer la complexité des circulations dans les fjords, puisqu'on n'a pratiquement aucune donnée de profondeur. On ne sait même pas si c'est 10 mètres de profondeur ou 500 mètres de profondeur. Donc, il y a des besoins de développer des nouveaux programmes innovants dans le haut Arctique afin d'améliorer cette couverture cartographique dans les zones côtières qui sont non cartographiées et souvent qui sont très près des côtes, donc justement qui posent un problème pour la navigation où des plus gros navires ne peuvent pas aller de manière sécuritaire. C'est ainsi qu'en 2019, on est venu avec l'idée de noliser un voilier renforcé pour les régions polaires, donc le Vagabond, qui est un voilier qui opère dans l'Arctique canadien depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, sur lequel vit une famille de Français à bord et qui participe à des activités de recherche. Donc en 2019, on a fait la première campagne de terrain, on en a fait une aussi également l'été dernier, donc l'été 2020, sur lequel on a installé un échosondeur multifaisceau qui a été prêté par la compagnie R2 Sonic. Donc on a installé un Sonic 2026 qui est un échosondeur qui permet une large gamme de profondeur à cartographier. Donc, puisqu'on ne connaît pas la bathymétrie, c'est important d'avoir ce genre d'échosondeur-là où on peut cartographier à la fois des profondeurs de l'ordre de 5 à 10 mètres de profondeur d'eau, mais jusqu'à également 800 mètres de profondeur d'eau. Cet échosondeur-là est intégré avec une centrale de navigation inertielle qui nous donnait, somme toute, des très bonnes précisions dans l'Arctique malgré la faible couverture des réseaux satellites. On a fait l'acquisition avec des logiciels assez classiques et le processus de traitement également très classique. Vous voyez sur ces images ici le déploiement sur un bras situé sur le côté du navire. Donc le bras dans la photo de gauche est complètement relevé pour montrer un peu la dimension du sonar qui est somme toute relativement très grande, mais qui s'installe très facilement sur ce genre de voilier-là. Et une fois déployé sur l'image de droite, vous voyez très bien le sonar qui se situe à peu près à 1,5 m sous la ligne d'eau, donc directement en dessous la coque du navire. J'ai mis ici les deux cartes qui représentent chacune des étés de terrain, autant au sud-est de l'île d'Esmer qu'au nord de l'île de Baffin. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est les tracés du bateau pour l'ensemble de la mission, mais en rouge sont les levées bathymétriques qu'on a réussi à faire à l'échosondeur multifaisceau. Donc, qui sont des données vraiment beaucoup plus précises et beaucoup plus larges, si on veut, sur la couverture. Donc, en 2019, on a réussi à cartographier environ 3000 km² et en 2020, à peu près 500 km². Ce que ça nous permet de faire, en fait, vous voyez très bien sur l'image ici, on est capable de s'approcher très près des fronts glaciers et de cartographier la profondeur devant ces glaciers-là. Et également de cartographier, lorsqu'on se situe assez près des glaciers, de cartographier la portion sous-marine de la plateforme de glace. Donc, ce que vous voyez sur cette image-là, c'est dans une baie où on a cartographié à la fois le fond de la mer devant le glacier, mais également la structure verticale qu'on voit à la droite
et le front du glacier qui, à cet endroit-là, touche le fond de l'océan, donc qui est directement en contact avec le fond. Ce que vous voyez, les codes de couleurs, en fait, plus les couleurs sont froides, plus on se situe dans les profondeurs, dans les grandes profondeurs, alors que lorsqu'on est dans les couleurs chaudes, plus dans le rouge, on se situe dans les plus faibles profondeurs. Toutefois, en 2019, on a rencontré encore une fois des conditions de glace assez intenses dans la baie de Talbot. Donc, vous avez une image à gauche une image aérienne des conditions de glace à l'époque où on était là, donc à peu près au mois d'août 2019, où vous voyez une grande concentration de glace de mer, à la fois d'iceberg, de plateformes de glace. Et sur la droite, vous voyez à quoi ça ressemblait en milieu réel de manière oblique. Donc, on avait une très forte concentration de glace, ce qui nous a grandement ralenti. Donc, on devait à la fois pousser les plaques de glace pour ne pas heurter le bras du navire, le bras de l'éco-sondeur. Donc, ça a été énormément de travail. On a travaillé très fort pour essayer d'entrer dans la baie de Talbot, mais ça s'est soldé par un bris du bras de l'éco-sondeur. Donc, on n'a pas pu poursuivre notre chemin jusqu'au front des glaciers. Donc, ça a été partie remise en 2020. Donc, cette année, on est toujours retourné. On a fait la même installation, mais cette fois-ci, c'est la météo qui nous a pas permis d'atteindre la baie de Talbot. Donc, on était à l'ancre, en fait, dans des secteurs abrités sur cette photo-là, où on a pu faire un peu de cartographie quand même, mais non pas, toujours pas dans la baie de Talbot. Donc, pour le moment, la baie de Talbot nous réserve encore bien des surprises, à la fois parce que c'est un environnement qui est difficile d'accès, notamment par la glace, mais également par la météo. Donc, on cherche à aller dans ce secteur-là assez tard en saison pour éviter la glace, mais plus on est tard en saison, plus les vents au large sont grands, donc plus on a des conditions de mer qui sont difficiles. Donc, ça devient difficile d'atteindre carrément ce secteur-là. Donc, c'est à la fois un défi et un peu une obsession que c'est rendu pour nous d'atteindre ce secteur-là. Mais ceci dit, on compte bien poursuivre ce programme de recherche-là dans les prochaines années pour améliorer nos approches et essayer de finalement atteindre le front des glaciers par un transect bathymétrique minimalement pour voir est-ce que les profondeurs sont assez grandes pour expliquer les reculs du glacier. Ceci dit, on a quand même accès à une petite information qui nous donne espoir pour les années futures. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'écho-sondeur de navigation du Vagabond, sur lequel on peut voir une profondeur de 510 mètres devant les glaciers. Donc, on a quand même réussi à se rendre assez près des glaciers avec le bateau. Donc, on voit qu'il y a une très grande profondeur des fjords devant les glaciers et que on remarque à 200 mètres sur le datagramme de l'écho-sondeur, on voit un changement de couleur dans le bleu qui dénote un changement dans la rétrodiffusion de la colonne d'eau. Donc, qui pourrait représenter un changement de densité ou un changement surtout de densité peut-être de micro-organismes à cette profondeur-là, qui pourrait dénoter de la présence d'eau plus chaude à partir de 200 mètres. Donc, qui pourrait être associé à ce courant nord-atlantique-là. Pour l'instant, c'est la seule donnée qui nous permet de garder espoir, mais ça reste quand même un résultat qui est assez probant, qui nous permet de justifier des prochaines campagnes de terrain dans ce secteur-là. En plus de la cartographie des fjords pour des fins de modélisation océanique, on collabore avec le Service hydrographique du Canada afin de planifier nos lignes de transit vers les secteurs d'intérêt à l'intérieur des corridors de navigation prioritaires identifiés par le service hydrographique. Donc, à la fois, quand on transite, donc on enregistre l'ensemble des données qu'on peut collecter, même si ce n'est pas dans les secteurs qui sont principalement d'intérêt pour nous. Donc, on favorise l'acquisition de données récentes ou l'acquisition de données plus précises, de meilleure qualité, pour la mise à jour des cartes marines, notamment pour le ravitaillement des communautés nordiques dans ces secteurs-là, qui se fait majoritairement, en grande majorité, par les navires de ravitaillement. Pour vous donner un exemple, dans le secteur d'Arctique Bay l'année passée, à la fin de la mission, on a réussi à augmenter la couverture bathymétrique qui existait déjà. Donc, sur l'image de gauche, vous avez la base de données qui existait avant 2019, qui sont principalement des levées qui avaient été effectuées par l'Amundsen.
Donc, en couleur, on voit les données bathymétriques cartographiques qui existaient dans le secteur d'Arctique Bay, dans le fjord au complet. Et nous, en 2019, ce qu'on a réussi de faire à la droite, donc d'aller plus près des côtes. Si vous remarquez dans le fond du fjord ici, sur la figure de droite, on a réussi à aller cartographier au moins plus près des côtes pour que lorsqu'un prochain navire pourra passer dans ce secteur-là, ben, pourra aller faire les parties plus profondes. Et on a quand même réussi à combler plusieurs trous, ce qui fait une couverture complète de ces fjords-là. Et surtout une mise à jour aussi des données, des fois plus anciennes, pour se rendre jusqu'à la communauté d'Arctique Bay. Donc, en conclusion, ce projet-là est une approche qui est novatrice et collaborative. Donc, on cherche à aller chercher une meilleure efficience dans l'étude des changements climatiques du haut Arctique. Donc, à la fois pour les besoins de recherche fondamentale, de meilleure compréhension de notre système arctique canadien, mais aussi à la fois d'être des partenaires de confiance pour le service hydrographique pour la mise à jour et la publication de cartes marines officielles pour la navigation. Donc, ce projet-là a regroupé une équipe multidisciplinaire de chercheurs académiques, d'agences nationales, donc le Service hydrographique du Canada majoritairement, mais également d'industriels comme la compagnie Air de Sonic et la compagnie QPS avec qui on collabore pour tester dans des environnements non traditionnels des nouveaux algorithmes, des nouvelles performances de leur solution logicielle ou de leur solution d'équipement, mais également et surtout l'intégration de navigateurs expérimentés à l'intérieur de ce programme-là. Donc, puisque ce sont des zones qui sont à la fois non cartographiées, qui représentent un grand défi, à la fois pour la navigation et pour la sécurité. Donc, le fait de faire affaire avec les navigateurs du Vagabond, on s'assure d'une réussite complète de l'ensemble de la mission. Donc, on cherche constamment à améliorer les plans de mission pour optimiser les retombées, à la fois pour la science, mais également pour le Canada. Et je terminerai sur une note en vous disant que les données qu'on récolte sont disponibles également pour des projets de recherche en collaboration. Donc, si vous avez des projets ou des besoins d'accéder à ces données-là dans ce secteur-là, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de collaboration, là, pour partager ces données-là, pour qu'elles soient de plus en plus utilisées et qu'elles soient rendues disponibles à la communauté de recherche. Donc voilà, je vous ai présenté les 2 saisons en accéléré de Mission Vagabond. Restez au courant ou restez à l'affût des prochains développements dans les prochaines années, de savoir ce qu'on réussira à faire avec ce programme de recherche-là. Et je vous remercie également l'ensemble des partenaires qui collaborent sur ce projet-là avec moi. J'ai mis mon adresse courriel ici au bas de l'écran, en bas à gauche, pour que vous puissiez m'écrire un courriel pour donner des questions ou des commentaires par rapport à cette présentation-là. Je vous remercie beaucoup